L'armée anglo-américaine du général Clark débarquerait dans le golfe de Salerne. Dans l'après-midi du 8 septembre, les convois furent attaqués par l'aviation allemande. Mais l'armada alliée ne subit pas de trop gros dommages. Pour les chefs d'état-major alliés, le débarquement en Italie avait pour but de fixer le plus grand nombre de divisions allemandes dans la perspective du débarquement principal en Normandie. Au demeurant, la troupe n'avait que faire en cet instant des objectifs stratégiques. Son objectif immédiat était de débarquer dans les meilleures conditions et de livrer un assaut sur des côtes défendues par l'ennemi. En règle générale, l'artillerie navale prépare le terrain pour les premières vagues d'assaut en pilonnant les positions ennemies. Mais Clark voulait un effet de surprise, et il interdit à la marine de déclencher un bombardement préliminaire. Aussi, les barges de débarquement tombèrent-elles sous un feu d'enfer, et les troupes subirent-elles de lourdes pertes. Les deux divisions britanniques du 10e corps du général McCreary débarquèrent sur les plages situées au sud de Salerne. Elles rencontrèrent dès le départ une vive opposition. Le débarquement du 6e corps américain du général Dowley se déroula sur 4 plages à proximité des célèbres temples grecs de Pestou. Après avoir atterri sur le rivage sous un feu intense, les troupes furent soumises à plusieurs attaques aériennes. À la tombée de la nuit, l'aile droite américaine avait progressé d'environ 8 km à l'intérieur des terres, mais l'aile gauche était encore rivée près des plages. Au terme du 3e jour, les Alliés étaient toujours confinés dans 2 étroites têtes de pont séparées, alors que les Allemands tenaient encore les hauteurs avoisinantes. Le 13 septembre, la 29e division de Panzer grenadiers et la 16e division de Panzer passèrent à la contre-attaque et pénétrèrent dans les lignes américaines jusqu'à 800 mètres des plages. Les troupes allemandes furent soumises à un dur pilonnage des canons de la marine et durent se retirer. Le 16 au matin, les Allemands lancèrent une nouvelle offensive qui échoua. Le maréchal Kesselring, commandant en chef des forces de l'Axe en Méditerranée, autorisa alors une retraite progressive vers le nord, ce qui permit aux Alliés d'accélérer leur avance vers Naples. Les Alliés s'étaient emparés de 2 terrains d'aviation, mais ces derniers furent soumis à des tirs allemands d'une telle précision qu'ils devinrent inutilisables. Les troupes au sol furent également sévèrement touchées. Un hôpital de campagne fut établi dans les environs d'un temple grec et les infirmières se dévouèrent pour soigner les blessés avec un courage remarquable. En dépit de pertes nombreuses, l'esprit n'était pas au recul. Clark, commandant de la 5e armée, rencontra près de Salerne le général Alexander, commandant le groupe d'armées. L'ordre donné à la suite de cet entretien était clair: avançons. Et c'est à quoi s'évertuèrent les troupes alliées, faisant, au cours de leur progression, de nombreux prisonniers. Les cieux étaient souvent encombrés, mais il y avait toujours de la place pour un nouvel avion qui était salué avec joie par la troupe lorsqu'il se révélait être un avion allié. Bien que Kesselring ait fait tout son possible
Pour exploiter la progression très lente de Montgomery depuis Reggio, il était clair que les Allemands ne pouvaient se maintenir longtemps dans la région du golfe de Salerne au risque d'un encerclement par la 8e armée. Kesselring ne disposait d'ailleurs pas de troupes assez nombreuses pour parer à cette menace. Mais la poussée des Alliés ne s'opéra pas assez vite pour inquiéter la retraite allemande. En outre, Kesselring disposa de petites unités sur ses arrières pour freiner l'avance de Clark et de Montgomery au moyen d'embuscades et de contre-attaques. Les civils cachés dans les caves pendant les combats commençaient à réapparaître, transportant souvent sur leur tête ce qu'ils avaient pu sauver. Le moral des Alliés remontait lentement. À l'évidence, des contre-attaques dispersées n'étaient pas de nature à barrer longtemps la route du premier objectif, Naples. C'est le moment que choisit Clark pour adresser un bref message à ses soldats. Nous sommes ici pour y rester. Les Allemands étaient également déterminés à y rester eux-mêmes. L'image de Naples était maintenant dans l'esprit de chaque soldat allié. Certaines unités particulièrement éprouvées furent mises au repos. Des troupes fraîches, en provenance d'Afrique du Nord, prirent la relève. Pour les braves jeunes gens qui débarquaient à Salerne, le moment du repos était encore lointain. Près de Salerne, les Alliés firent prisonniers des soldats appartenant aux unités qui avaient rendu leur avance si difficile. La progression des unités alliées demeura lente jusqu'au 26 septembre. Les villes et les villages étaient enlevés les uns après les autres, parfois avec des pertes sévères. Les civils semblaient comprendre que les destructions étaient le prix à payer pour la libération de leur pays. Mussolini avait maintenant lâché prise, c'était maintenant au tour des Allemands. À partir du 27 septembre, les Allemands disparurent du champ de bataille. Le principal obstacle rencontré par les Alliés était les mines. Ces dernières se révélèrent être également meurtrières pour la population civile. La route de Naples s'ouvrait maintenant aux armées alliées. Elles traversèrent Eboli, les faubourgs de la ville. Partout, les ruines retenaient le regard. Dans leur retraite, les Allemands avaient détruit tout ce qui aurait pu servir aux Alliés, en particulier les ponts et les routes. Le 1er octobre 1943, les éléments de tête du 10e corps d'armée du général McCreary entrèrent dans Naples. Même dans Naples, les Alliés eurent à souffrir des mines et des bombes à retardement. Le port de Naples avait été saboté par les Allemands, il fallait que les Alliés réparent. Les Allemands étaient allés jusqu'à faire sauter l'aqueduc qui alimentait la ville en eau potable. Dans le même temps, Américains et Britanniques avaient repris leur progression vers le nord. Une nouvelle semaine s'écoula avant qu'ils n'atteignent la ligne du Volturno. Il avait fallu 3 semaines à la 5e armée pour atteindre Naples, son objectif initial, et cette avance lui avait coûté 12 000 hommes. L'aéroport de Foggia avait heureusement été capturé presque intact par les Britanniques. Il fut rapidement remis en service. L'avance vers Rome, le 2e objectif, se heurtait à de nombreux obstacles faits de rivières et de montagnes.
Eisenhower et Clark se rencontrèrent à Naples pour mettre au point les différents plans d'attaque. Des troupes fraîches renforcèrent la 5e armée. Les soldats qui s'étaient contentés depuis des semaines de boîtes de corned beef mangeaient maintenant avec délice des légumes frais qui étaient réapparus sur les marchés. Des convois mortuaires traversaient parfois les agglomérations, interrompant la marche des Alliés vers Rome. Le général Clark, commandant la 5e armée, inspecta un grand nombre d'unités qui s'apprêtaient à gagner le front. Les Allemands avaient reçu l'ordre d'épargner les monastères, les églises, les musées, les hôpitaux et les monuments historiques. Mais tout ce qui pouvait servir aux Alliés devait être détruit. Ponts, routes, usines, fabricants du matériel de guerre, etc. Au fur et à mesure que les Alliés progressaient vers le nord, les Allemands envoyaient des renforts vers le sud. Les hôpitaux de campagne alliés soignaient de nombreux soldats allemands. L'armée américaine avait mis sur pied quelques unités de cavalerie. Les patrouilles de reconnaissance à cheval pouvaient sillonner les chemins impraticables aux véhicules. Les Allemands ne perdirent pas de temps et fortifièrent les rives nord de la rivière Volturno, premier grand obstacle avant le Garigliano et le Rapido vers la route de Rome. Au début du mois d'octobre 1943, les forces alliées avaient atteint leurs objectifs initiaux. La 8e armée britannique tenait solidement le terrain d'aviation de Foggio, la 5e armée américaine contrôlait Naples. La 10e armée allemande du général von Wittinghoff, pour sa part, se renforçait chaque jour davantage derrière le Volturno. Le génie de la 5e armée était à pied d'œuvre. Les pluies d'automne avaient transformé le Volturno en un torrent furieux. La plupart des ponts enjambant la rivière avaient été détruits. En 2 jours, le génie construisit 2 passages et les unités anglaises furent les premières à traverser la rivière. La campagne d'Italie rassemblait des hommes d'origines très diverses. Gurkhas, Indiens, Néo-Zélandais, Français, Sud-Africains, Américains, certains d'origine japonaise, tous aussi courageux les uns que les autres. Des soldats appartenant à l'arrière-garde de l'armée allemande étaient faits prisonniers. L'attaque de la 5e armée contre la ligne du Volturno fut déclenchée dans la nuit du 12 octobre. Le 18 octobre, les 3e et 34e divisions américaines furent dirigées sur Dragoni. Le jour suivant, la ville fut occupée sans opposition. Les combats réduisaient les villages à l'état de ruine et les populations étaient évacuées. L'artillerie continuait à bombarder les alentours de Dragoni. L'infanterie progressait dans un terrain difficile et s'emparait des villages les uns après les autres. Les ponts démolis par les Allemands étaient réparés par le génie dans des temps records.
Le réseau d'eau, intentionnellement pollué par les Allemands, posait également des problèmes. Chaque jour, le génie réussit à transporter 80 000 litres d'eau potable en première ligne. Pour le ravitaillement en essence, un pipeline fut construit. Le carburant était versé dans des containers de 25 litres. Ces procédés évitaient la construction de dépôts d'essence très vulnérables. Mais la pluie ne cessait de tomber. En novembre, un ouragan transforma le Volturno en torrent. Les ponts se brisèrent, l'eau envahissait les bivouacs, les routes devenaient impraticables. Les véhicules étaient noyés dans une mer de boue. Le travail consistant à les dégager occupait des journées entières. À la mi-novembre, les opérations étaient au point mort. Un temps précieux avait été perdu. Des tonnes de pierres furent répandues sur les chemins pendant que le général Clark réorganisait ses troupes en vue de relancer l'offensive. Bien souvent, seules les mules pouvaient passer. Chacune pouvait porter 100 kilos. Il fallait 250 mules pour ravitailler un régiment. Sur les terrains plats, les camions purent bientôt se frayer un chemin, mais dans les pentes, seules les mules pouvaient passer. Clark reprit l'offensive à l'ouest des Apennins le 2 décembre en direction du Monte Maggiore et du Monte Camino dont il s'empara le 6. C'est au cours de cette opération que pour la première fois, une brigade d'infanterie italienne se battit aux côtés des Alliés. Avant la seconde semaine de janvier, l'offensive avait fait long feu. Le Monte Lungo et le Rapido n'avaient pas été atteints. Les pertes étaient si sévères que l'opération pour s'emparer du Monte Lungo fut remise et que Clark décida de s'emparer d'abord du village de San Pietro au pied de la montagne. L'artillerie américaine entra en action. Les parachutistes furent engagés. Il s'agissait des survivants de l'opération aéroportée lancée lors du débarquement en Sicile. Mais les paras durent bientôt s'abriter pour échapper aux tirs ajustés de l'aviation allemande.
Sur l'étroite route minée qui conduisait à San Pietro, 16 chars se frayaient un passage pour appuyer l'infanterie. L'artillerie britannique prenait elle aussi position autour des bourgs et des villages dont la prise était estimée cruciale pour permettre la progression sur Rome. Sur un des aérodromes stationnait un escadron composé entièrement de pilotes noirs américains. Cette unité, connue sous le nom de Tuskegee, avait effectué pas moins de 236 missions en Afrique, en Méditerranée et en Italie. Sous les feux de l'artillerie, les unités affluaient de toutes parts pour renforcer les premières lignes. Mais ni l'artillerie, ni les bombardements aériens ne semblaient avoir quelque effet que ce soit sur l'ennemi qui s'était enterré. Il revenait donc aux fantassins de chasser les Allemands de leurs repères, et il fallait pour cela qu'ils progressent dans un terrain truffé de mines et de pièges. Le 8 décembre, les Américains attaquèrent San Pietro, une ville qui contrôlait la route numéro 6 menant à Rome. Plusieurs bataillons tentèrent de percer les lignes ennemies. Mais l'avance des fantassins fut rapidement stoppée par les Allemands. Les chars qui se dirigeaient vers San Pietro reçurent l'ordre de pénétrer dans la ville afin de localiser les armes lourdes qui empêchaient les fantassins de progresser et de les détruire. Le chemin qui mène de la vallée du Liri à San Pietro, étroit et sinueux, était sous l'observation directe de l'ennemi. Les chars entreprirent d'utiliser cette route pour gagner la ville. 3 réussirent à atteindre les faubourgs de San Pietro, 2 d'entre eux furent détruits et le 3e portait disparu. 5 chars touchés furent abandonnés par leurs équipages, 5 autres chars furent détruits par l'artillerie allemande avant d'avoir pu dépasser les lignes alliées. 3 autres, enfin, retournèrent au cantonnement. Mais heureusement, le Monte Lungo, position clé de la défense ennemie, avait fini par tomber entre les mains des Américains. Ne tenant plus les hauteurs, la position de San Pietro devenait intenable pour les Allemands. Ils commencèrent les préparatifs de repli. Le plus souvent, le repli d'une armée s'accompagne d'une contre-attaque afin de couvrir cette délicate manœuvre. Et en effet, la première contre-attaque eut lieu quelques heures plus tard. Après 5 heures de combat acharné, les contre-attaques cessèrent. Les Alliés effectuèrent sans perdre de temps un bond en avant. L'infanterie pénétra dans San Pietro. Les maisons furent soigneusement fouillées pour neutraliser les mines et les pièges laissés derrière eux par les Allemands. Certaines mines étaient à retardement et réglées pour exploser plusieurs jours plus tard. Quelques-unes d'entre elles avaient été placées à l'intérieur de murs préalablement creusés, puis rebouchés à l'aide de briques et de plâtre.
L'aviation allemande se manifesta une dernière fois en bombardant San Pietro, mais sans faire grand mal. Beaucoup de femmes avaient à déplorer la mort de leurs enfants victimes de l'aviation et de l'artillerie. L'un des titres de consolation pour ces pauvres familles était de voir que leurs compatriotes étaient maintenant engagés aux côtés des Alliés. Le général Eisenhower, commandant suprême de l'armée alliée, vint s'adresser aux cadres et à la troupe dans les zones de combat. Depuis les hauteurs, il pouvait suivre les tirs d'artillerie amis qui tombaient sur la ville de San Vittore, le prochain objectif. Plus à l'est, d'autres unités de la 5e armée progressaient vers le Rapido. Au cours des combats rendus pénibles par la neige, la 2e division d'infanterie marocaine du général Dodi, placée aux ordres du 6e corps américain, s'empara de vive force dans la deuxième partie du mois de décembre 1943 des massifs du Pantano et de la Ménarde. On voit les Marocains progressant sur les pentes neigeuses recouverts de leurs djellabas. Mais l'avance sur l'ensemble du front fut coûteuse et lente, et le commandement entrevoyait maintenant clairement que la victoire ne pourrait être obtenue par le moyen de seules poussées frontales. Avec l'approche des fêtes, la 5e armée fit un gros effort pour procurer à chaque combattant un repas de Noël digne de ce nom. Fabriqués dans des cuisines de campagne, les repas étaient placés dans des boîtes hermétiquement fermées et emmenés en jeep aux différents emplacements du front. Mais les jeeps ne pouvaient accéder partout et ont dû parfois faire appel aux mules. Lorsque les mules ne pouvaient passer, c'étaient les soldats eux-mêmes qui se chargeaient du transport. Les fêtes de Noël et du jour de l'an furent célébrées sur l'ensemble du front de la 5e armée dans les montagnes enneigées d'Italie. Mais Noël ne fut pas fêté par tous de la même façon. Les corps des soldats tués au cours de la bataille de San Pietro furent transportés à l'arrière. En raison des difficultés du terrain, il fallut 3 jours avant qu'ils ne puissent recevoir la digne sépulture à laquelle ils avaient droit. Puis il y eut une très courte période d'inactivité. Elle fut mise à profit pour faire venir des troupes fraîches et préparer la phase finale de la campagne. L'attaque du village de San Vittore donna le signal de la reprise des combats en 1944. La fumée s'élevait des rues et des maisons du village. Les obus tombaient aussi sur les retranchements ennemis creusés sur les hauteurs environnantes. En plus de l'artillerie, les mortiers, armes précieuses entre toutes dans les régions de montagne, furent amplement utilisés. Les bombardiers participèrent aussi à l'attaque et contribuèrent à détruire les centres de résistance les plus coriaces. L'infanterie profita de la couverture aérienne et progressa rapidement en direction du village. Après 3 jours de combat, toute résistance avait cessé.
Les Alliés s'étaient emparés d'une grande quantité de matériel au cours des différents combats et plus de 2000 hommes avaient été faits prisonniers. Mais le 20 janvier 1944, l'attaque du 2e corps américain à travers le Rapido se solda par un coûteux échec. La vallée du Liri était fortement défendue par les 29e et 90e divisions de Panzer grenadiers et par des éléments de la division Hermann Göring. Toute tentative de progression se heurtait aux défenses de Monte Cassino, dont la valeur avait été sous-estimée. La résistance des Allemands incita les Alliés à monter une manœuvre ambitieuse, consistant à prendre à revers les positions ennemies sur la ligne Gustave, ligne de défense établie par les Allemands et qui s'étendait de l'Adriatique à la mer Tyrrhénéenne en longeant le Garigliano et le Rapido et en s'appuyant au centre sur le défilé de Cassino. Le 22 janvier 1944, les Américains débarquaient à Anzio, port situé au sud de Rome. Kesselring, commandant en chef en Italie, fut pris par surprise car il escomptait un débarquement au nord de Rome. Les opérations à Anzio de débarquement du 6e corps américain se déroulèrent sans encombre. Mais la réaction allemande fut à la fois rapide et résolue. L'ordre était d'empêcher le général Lucas, commandant le 6e corps, de déborder le périmètre étroit de la tête de pont. Le second jour, les bombardiers allemands se manifestèrent. Les barges de débarquement subirent des pertes. Mais les Allemands ne furent pas en mesure d'empêcher le débarquement des troupes. Celles-ci se frayèrent un chemin à travers les champs de mines qui parsemaient les plages et occupèrent rapidement la ville d'Anzio. Les soldats allemands faits prisonniers furent rassemblés dans des barges pour être conduits à l'arrière. Kesselring avait réorganisé son dispositif d'une manière remarquable. Il avait barré la route de Rome en encerclant Anzio et en transformant en forteresse le Monte Cassino et les hauteurs avoisinantes. La ville de Cassino s'étend au pied de la montagne où avait été construit l'antique monastère fondé en 529 par Saint Benoît. L'impressionnant monument contenait d'innombrables trésors. Les Allemands persuadèrent le père abbé de les mettre à l'abri. Ils furent chargés dans des camions et transférés à Rome. Les Alliés essayèrent à diverses reprises de s'emparer de Cassino et du monastère, mais sans résultat. Il fut alors décidé de ne pas donner suite à la requête du Vatican, d'épargner le monument. Des tracts incitant la population à quitter les lieux furent lâchés. Puis, les bombardiers entrèrent en action. L'artillerie pilonna la ville et les hauteurs du mont. Mais les parachutistes allemands, commandés par le général Heydrich, se battaient avec courage. De leur position retranchée, ils interdisaient toute approche alliée. Malgré cela, la 3e DIA du général de Montsabert s'était emparée fin janvier du Belvédère, massif dominant le Haut Rapido. Les pilotes de bombardiers pouvaient constater qu'il ne restait plus grand-chose
de la ville et de l'antique monastère. Au nord de Rome, les bombes détruisirent 2 ponts d'une grande importance stratégique. La dernière bataille commença le 11 mai, le long de la ligne Garigliano-Rapido. Le 8e tirailleur ouvrit la brèche en s'emparant du mont Majo, clé de voûte du système de défense allemand. Puis, les divisions françaises foncèrent à travers les monts Orensi et Ozoni. Cette action fulgurante permit au 2e corps américain d'opérer la jonction avec le 6e corps d'Anzio et à la 8e armée britannique de déboucher sur le Liri. L'aile droite allemande s'effondrait et Kesserling, pour éviter l'encerclement, n'avait plus qu'à donner l'ordre de repli. Le 25 mai, les Américains faisaient leur liaison avec les troupes débarquées à Anzio. Les Allemands étaient en retraite. La victoire du Garigliano, remportée par le général Juin, avait permis d'amorcer la marche sur Rome. Le 18, les Polonais pénétraient dans les ruines du monastère de Monte Cassino, abandonné par les parachutistes allemands au cours de la nuit. La course vers Rome s'engage. Chacune des 3 armées alliées veut être la première à faire son entrée dans la ville éternelle. Les Britanniques prennent du retard, les Français doivent ralentir l'allure pour maintenir leur alignement. Les Américains, soutenus par leur aviation, foncent sur Frascati et pénètrent dans Rome, les premiers, le 5 juin. 12 000 soldats allemands sont faits prisonniers. Les colonnes de prisonniers doivent dégager les routes qui mènent à Rome afin de les rendre utilisables par les Alliés. L'entrée dans la ville éternelle est triomphale. Rome est la première capitale européenne libérée. Une partie de la population civile avait vécu sous la terreur pendant les années de guerre. Maisons pillées par les fascistes, hommes envoyés de force travailler en Allemagne, résistants mis à mort ou conduits dans des camps de concentration. L'arrivée des Alliés à Rome est donc un joyeux événement. Les drapeaux des pays libérateurs sont hissés sur les monuments publics, donnant au peuple de Rome le signal de la fin de la tyrannie. Pas moins d'un demi-million d'hommes et de femmes se rassemblent sur la place Saint-Pierre pour entendre le discours du pape. Remercions Dieu, proclama Pie XII, d'avoir épargné à Rome les horreurs de la guerre. Nous devons maintenant prouver notre reconnaissance au Seigneur en faisant la charité et en cessant de nous haïr et de nous insulter les uns les autres. Les Alliés reprirent leur course en avant. Mais Kesserling avait eu le temps d'édifier une nouvelle ligne de défense, la ligne gothique. Les Alliés progressèrent le long de l'antique Via Cassellina dans un terrain montagneux qui permit aux Allemands de mener un combat retardateur efficace. La 5e armée américaine et la 8e armée britannique unirent leurs efforts pour venir à bout de la ligne gothique. Chars et mortiers brisèrent les défenses du centre, les Alliés franchirent les fossés anti-chars, la vallée du Pô était maintenant le prochain objectif.
Pendant ce temps, Mussolini avait été libéré par un raid audacieux des parachutistes allemands. Il avait immédiatement renoué avec Hitler et formé un gouvernement fasciste dans le nord de l'Italie. Le 26 avril 1945, sa voiture fut prise dans une embuscade tendue par des partisans. 2 jours plus tard, ligoté, le Duce et sa maîtresse furent mis à mort. Leurs corps furent pendus par les pieds à des crocs de boucher sur une place de Milan. Les partisans s'en prirent un peu partout aux fascistes, accusés de trahison. Ils furent poursuivis, malmenés et certains massacrés. En dépit des appels du pape à la réconciliation, bien peu de partisans oublièrent les exactions commises par les fascistes. Le pape avait remercié Dieu d'avoir épargné Rome, mais toutes les villes italiennes n'avaient pas eu la chance de la ville éternelle. Il fallait maintenant déblayer les nombreuses ruines et reconstruire. Le Troisième Reich fut l'appellation officielle du régime au pouvoir en Allemagne de janvier 1933 à mai 1945. Cette expression fut adoptée par Hitler qui considérait son gouvernement comme étant la suite logique des 2 empires précédents. Le Premier Reich, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique, qui subsista de 962 jusqu'à sa dissolution par Napoléon en 1806, et le Deuxième Reich, fondé en 1871 par Bismarck et qui dura jusqu'en 1918. Selon le Führer, le Troisième Reich devait durer 1000 ans. Il n'aura fallu que 11 ans pour que le Troisième Reich, assiégé de toutes parts, soit sur le point de s'écrouler. Les armées de l'air américaines et britanniques avaient pratiquement détruit la Luftwaffe et bombardé l'Allemagne depuis des mois 24 heures sur 24. Les forteresses volantes B-17 puissamment armées de l'US Air Force attaquaient de jour. À la tombée de la nuit,
Les Lancaster britanniques prenaient la relève et lâchaient des milliers de tonnes de bombes sur les installations militaires. Maîtres du ciel, les Alliés pouvaient désormais lancer en avant leurs forces terrestres pour l'estocade finale. En janvier 1945, les forces américaines, britanniques et françaises repoussèrent en Allemagne les forces de la Wehrmacht qui s'étaient enfoncées en Belgique lors d'une contre-attaque de la dernière chance, la bataille des Ardennes. À l'est, l'armée rouge avançait rapidement vers les frontières du Reich. Des milliers d'hommes se faisaient face pour la dernière bataille. Pour l'Allemagne, c'était le début de la fin. Mais Hitler était prêt à voir son peuple périr dans les flammes plutôt que de se rendre. La guerre avait duré 5 longues années. Le nouvel an 1945 arriva avec l'espoir que tout serait bientôt fini, mais les bombes tombaient toujours sur Londres. D'abord des bombes volantes, V1. Puis des fusées V2, qui pouvaient être lancées de plusieurs centaines de kilomètres et que l'on ne voyait ni n'entendait avant qu'elles n'explosent en semant la mort. Qu'ils étaient loin, ces premiers jours de septembre 1939, où l'Angleterre et la France, à la suite de l'invasion de la Pologne, avaient déclaré la guerre à l'Allemagne. En revanche, personne n'avait oublié les alertes, les bombardements, les restrictions, les victoires de Hitler qui paraissaient ne jamais devoir prendre fin. Mais heureusement, le vent avait tourné et le débarquement en Normandie avait sonné le glas de l'occupation allemande. Au cours de l'hiver 1944, la guerre se déplaçait enfin sur le sol allemand. La bataille des Ardennes avait été la dernière occasion pour Hitler de stopper l'avancée britannique et américaine. Une fois son échec avéré, il ne restait plus qu'une solution pour la Wehrmacht, résister. Derrière le Rhin, Hitler avait édifié la ligne Siegfried. Des dents de dragon en béton et des blocos attendaient les Alliés. Le Rhin coule de la Suisse à la mer du Nord. Le franchir exigeait autant d'hommes et de supports logistiques que ceux nécessités par le débarquement en Normandie. Eisenhower était toujours le commandant en chef des armées alliées, mais ses conceptions stratégiques ne correspondaient pas à celles du maréchal Montgomery. Montgomery souhaitait que les Alliés fassent une percée au nord en direction d'Anvers et d'Aix-la-Chapelle. De là, ils progresseraient dans les vastes plaines du nord, constituées de terrains propices à la manœuvre des chars. Puis ils s'empareraient des ports allemands de Brême et de Hambourg, en devançant les Russes. Churchill entrevoyait déjà l'après-guerre et ne voulait pas laisser aux Soviétiques le contrôle de l'Allemagne. Mais ces derniers avançaient vers Berlin à grands pas. Le général Eisenhower préférait l'idée d'une poussée générale vers l'Est, de manière à border le Rhin sur un large front. Au début du mois de février, en accord avec Patton et Bradley, Eisenhower prit sa décision. Montgomery fut autorisé à avancer vers le nord, pendant que les Américains continueraient leur progression à l'est.
les armées alliées traverseraient le fleuve en plusieurs endroits et se dirigeraient ensuite vers le cœur industriel de l'Allemagne, la Ruhr. À la fin de 1944, Hitler disposait encore d'une soixantaine de divisions sur le front de l'Ouest. Ces unités, très amoindries, comprenaient beaucoup de vétérans et de jeunes recrues qui ne s'étaient encore jamais battus. C'est au 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery que revenait l'honneur de mener les dernières offensives de la guerre. L'opération véritable débuta le 8 février 1945. Les troupes de Montgomery venant de Hollande progressèrent vers le nord-ouest de l'Allemagne. L'avance de la 9e armée, au sud du dispositif, fut ralentie par des fondrières remplies d'eau boueuse. Les Allemands avaient ouvert les vannes du barrage de Chaminal, déversant ainsi des millions de mètres cubes d'eau sur le chemin des Alliés. Après des moments d'attente pénibles, les eaux commencèrent à se retirer. Le 7 mars, les chars de la 3e armée de Patton percèrent les défenses allemandes de l'Eifel, extrémité allemande des Ardennes, et atteignirent le Rhin près de Coblence. Le 11 mars, la jonction entre les troupes américaines et britanniques était réalisée. La plupart des villes allemandes subissaient des bombardements à toute heure du jour et de la nuit. Le 13 février 1945, 773 Lancaster bombardèrent Dresde. 135 000 personnes, plus qu'à Hiroshima, trouvèrent la mort. Sur l'ensemble de la guerre, 2 millions de tonnes de bombes furent larguées sur l'Allemagne. Au début du mois de février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline s'étaient mis d'accord à Yalta sur le partage de l'Allemagne en zones d'occupation. Staline avait évidemment insisté pour se maintenir dans les territoires qu'il occupait déjà. Les Américains et les Britanniques avaient fortement contribué au succès des Soviétiques en leur fournissant de grandes quantités d'armes et de munitions. Leur acheminement par mer fut particulièrement coûteux en hommes et en matériel, les convois alliés ayant dû faire face aux attaques des U-boats et à celles de la Luftwaffe. Sur Terre, les matériels étaient acheminés par la grande route de l'Alaska à la Sibérie ou par les routes et les chemins de fer en Perse. En Allemagne, il n'y avait plus ni pétrole ni charbon. Combattants et armements avaient également beaucoup diminué. Et pourtant la victoire n'était pas garantie pour les Alliés. On parlait d'une arme secrète qui pouvait encore faire basculer la guerre au bénéfice des Allemands. Il fallait également compter avec la barrière naturelle du Rhin. Les Allemands battaient en retraite, mais en menant de farouches combats retardateurs et en détruisant l'un après l'autre les ponts sur le Rhin après leur passage. À moins que les Alliés ne saisissent un de ces ponts avant sa destruction, une avance rapide vers l'intérieur de l'Allemagne était fortement compromise. Les Américains parcouraient la ligne de front pour trouver un passage.
Le maréchal Montgomery considérait avec suspicion cet empressement. Il souhaitait une offensive coordonnée, sans dispersion des forces, et non la recherche d'un passage rapide à n'importe quel endroit du fleuve. Le désaccord des Alliés devint patent après la prise de Cologne par la première armée du général Hodges. Après un bref mais intense combat dans la zone de l'aéroport, ses troupes se dirigèrent vers le centre de la ville. Tireurs d'élite et défenseurs de tous âges continuaient à se battre. Une équipe américaine de tournage filma le dernier combat de la prise de Cologne et de sa vieille cathédrale. Du côté allemand, le message était clair. Le combat resterait féroce jusqu'à la dernière minute. Cologne fut la première grande ville tombée entre les mains des Américains. Sa destruction était quasi totale. La cité avait été bombardée nuit et jour pendant des semaines. Peu de bâtiments restaient debout, à l'exception des tours jumelles de la célèbre cathédrale. Mais la victoire n'était pas complète. Les ponts sur le Rhin avaient été détruits et il n'y avait toujours pas moyen de traverser le fleuve. Mais la chance était du côté des Américains, comme en témoigne l'épisode fameux du pont ferroviaire de Ludendorff sur le Rhin, à environ 50 km au sud de Cologne, dans la ville de Remagen. Dans les derniers jours de la guerre, ni le haut état-major allemand ni les Alliés ne s'attendaient à un franchissement facile du Rhin. Depuis Napoléon, en 1805, aucune armée en temps de guerre n'avait traversé le fleuve. Le général Eisenhower exhortait ses unités à saisir le plus vite possible un passage intact sur le Rhin afin d'abréger la guerre. Mais les sapeurs de la Wehrmacht s'évertuaient à faire sauter tous les ponts. C'est ainsi que le capitaine allemand William Bratsch reçut l'ordre de détruire le pont de Ludendorff le 7 mars à 16 heures. Alors qu'une patrouille d'Américains approchait du pont ferroviaire, les Allemands, qui se trouvaient sur la rive est, tentèrent de faire exploser une charge de TNT. Une rupture de câble empêcha la mise à feu électrique. Après avoir neutralisé les charges explosives et sectionné les fils, les soldats américains commencèrent à franchir le pont aux alentours de 15h50. Ils étaient commandés par le sergent Alexandre Brabick. Le peloton franchit le pont en courant à travers une pluie de balles. Pas un soldat ne fut touché. Sur le coup de 16 heures, plus d'une centaine de soldats américains avaient traversé le pont. La nouvelle fut transmise à Eisenhower, qui ordonna à l'ensemble des unités disponibles dans le secteur de converger vers Remagen et de traverser le pont avant qu'il ne cède. 5 divisions s'y dirigèrent à la hâte.
Mais les Allemands n'avaient pas l'intention de laisser les Américains s'introduire au cœur de leur pays. La tête de pont fut violemment prise à partie par l'artillerie à longue portée, montée sur rail, d'une efficacité redoutable. Ordre fut donné aux plongeurs de détruire le pont. Une vingtaine d'entre eux furent désignés à cet effet. Mais les tirs ajustés des Américains les firent sortir de l'eau et ils ne purent jamais approcher du pont. Les dommages occasionnés par les explosions initiales l'avaient toutefois gravement endommagé. Le génie prit des risques énormes afin de consolider sa structure en travaillant sous les coups de feu des Allemands. Les Américains continuaient pendant ce temps à faire passer sur l'édifice le plus grand nombre possible d'hommes et de matériel. Si le pont s'écroulait avant que des forces en nombre suffisant n'aient traversé le Rhin, la tête de pont pouvait devenir un piège mortel. Aussi le génie commença-t-il à construire 2 pontons près du pont Ludendorff. Cette initiative eut pour effet d'intensifier la riposte des Allemands. Ils jetèrent littéralement tout ce qu'ils avaient dans la bataille, y compris des fusées V2. La Luftwaffe, elle aussi, bombarda et mitrailla le pont, ce qui n'empêcha pas les Alliés de continuer à affluer. Au moment où le génie achevait la construction des pontons, le pont s'écroula dans un bruit infernal. En l'espace de 2 semaines, la tête de pont atteignait 14 km de large sur 41 km de long. À Washington, le général Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, considéra que la capture du pont de Remagen était une victoire inespérée. Hitler admit par la suite que la prise du pont de Ludendorff avait causé un coup terrible au moral de l'armée allemande. Il ordonna l'exécution des 4 officiers jugés responsables de cet échec. Le capitaine Bragg survécut, il avait été capturé par les Américains. Hitler et ses généraux avaient compté sur le Rhin pour retenir les alliés occidentaux pendant qu'ils faisaient face aux soviétiques qui envahissaient l'Allemagne à l'est. Depuis janvier 1945, l'armée rouge avait progressé le long d'un large front et continuait de s'approcher de Berlin, l'objectif de Staline. En attendant, Budapest constituait un objectif de première importance pour l'armée rouge qui progressait le long du Danube. Les Allemands comptaient tenir la ville à tout prix pour éviter que les Soviétiques n'envahissent l'Autriche. Le Danube divisait la ville en 2 et les Soviétiques se battirent à Pest afin de capturer Buda sur la rive opposée. L'attaque était menée par des armées ukrainiennes. Comme les Allemands refusaient de se rendre, les combats de rue s'éternisèrent. Les Allemands firent une tentative désespérée pour approvisionner par voie aérienne leurs armées isolées, mais sans succès. Des 2 côtés, les pertes étaient considérables.
Le 20 janvier, le gouvernement hongrois chercha à conclure un armistice avec Moscou. À la mi-février 1945, ce qui restait des forces allemandes à Budapest se rendit. Les soviétiques avancèrent alors vers la Tchécoslovaquie. Les habitants de Prague n'attendirent pas leur arrivée. Ils s'insurgèrent contre les forces d'occupation allemandes pendant que les soviétiques avançaient vers la cité. Eisenhower arrêta la 3e armée à Pilsen, en Bohême, et laissa les Russes s'emparer de Prague. Le 31 mars, l'armée rouge avait pénétré en territoire autrichien, suivie par les Anglais en Carinthie, les Américains au Tyrol et les Français dans le Vorarlberg. Le grand état-major de l'armée allemande considérait que la défaite était inéluctable. Hitler, lui, ne permettait pas que l'on parle de reddition et donnait à ses généraux l'ordre de lutter jusqu'au dernier homme. Très vite, les Américains enregistrèrent des succès. La 3e armée du général Patton s'était introduite au sud de l'Allemagne, dans la Sarre, zone industrielle importante, toujours active en dépit des bombardements. Le 21 mars, Patton avait nettoyé la rive ouest du Rhin sur une distance de 110 km entre Coblence et Mayence. Pendant que les troupes de Patton anéantissaient les Allemands au sud, Montgomery était dans une position idéale au nord pour foncer sur Berlin. Mais, bien que le relief soit plus plat qu'au sud, les barrières naturelles constituées par des cours d'eau étaient impressionnantes. Le Rhin, dans sa partie la plus basse, était extrêmement large et au-delà, il y avait des canaux, la Vézère et l'Elbe. Montgomery prépara son attaque avec soin. Son premier objectif était la ville de Wesel. L'attaque fut déclenchée dans la nuit du 23 mars, après un formidable bombardement exécuté par plus de 3000 canons et des vagues successives de bombardiers. Pendant la nuit, les premières vagues d'assaut traversèrent le Rhin. On utilisait pour transporter les hommes de l'autre côté du fleuve toutes sortes de bateaux, allant des petites embarcations aux barges de débarquement. Une fois la conquête de la rive Est assurée, le génie entreprit de construire des ponts à l'usage des poids lourds. Le lendemain matin, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, se rendit sur les lieux du combat. Il observait, en fait, la dernière attaque aéroportée de la guerre. Au lever du jour, 2 divisions aéroportées furent larguées en avant des têtes de pont pour dégager la route. Montgomery avait su tirer les leçons de la défaite d'Arnhem. Les objectifs des parachutistes se situaient à quelques kilomètres des troupes qui se trouvaient déjà de l'autre côté du Rhin et la jonction des unités eut lieu le jour même. La 9e armée américaine, qui fournissait la moitié de l'infanterie d'assaut, eut moins de 40 tués. Les pertes britanniques furent également très légères. Il n'y eut qu'une seule poche de résistance dans le village de Rees, où un bataillon parachutiste allemand résista pendant 3 jours.
À la fin du mois de mars, les Alliés avaient franchi le Rhin sur une longueur de 320 km du nord au sud. Et pourtant, la Wehrmacht n'était pas encore vaincue. Les Alliés se dirigèrent ensuite vers la Ruhr, le centre industriel allemand. Les usines de la région, et en particulier celle de Krupp, étaient encore capables de fabriquer des munitions.